Alors, le but là, c'était pas de tailler. On va essayer d'être un peu pro quand même, mais bon, même en étant pro, on se rend compte que la pub nous nourrit. La plupart des sites se nourrissent à la pub, donc votre salaire aussi. Mais il y a un paquet de choses enfin, il n'y a pas que des choses positives. Il y a un paquet de choses qu'on oublie. Donc, ce qu'on va citer, c'est les pertes sèches d'activité quand la pub elle tue ton site, tout simplement, et que personne n'y accède. Donc, du coup, ils peuvent pas avoir les pubs. Tout ce qui est ralentissement et donc qui engendre derrière du manque à gagner, l'image de marque qui pour moi est franchement entamée, l'ouverture au piratage industriel puisque on a des tiers dans tous les sens qui font un peu ce qu'ils veulent sur ta page et distraction du visiteur. Donc la pub en théorie elle ne coûte que ce qui est écrit sur le contrat avec la régie. Euh, on se rend compte que alors, si vous avez l'habitude de la perf, vous savez que la performance est fortement, business est fortement lié à la performance technique. Donc, si par exemple, avec ces chiffres qu'on récoltait chez un client qui se reconnaîtra, on se rend compte que par exemple, l'engagement, donc c'est-à-dire le nombre de pages que tu vas voir sur un site, en l'occurrence c'est de la presse, euh, les utilisateurs avec AdBlock, sachant qu'aujourd'hui on est autour des 20-30% selon le site, consomme 50% de pages en plus. Donc 20-30%, on est largement au-delà de juste les geeks. Et sinon, globalement, ici, en fait, donc cette belle courbe-là, donc là, c'est le temps de chargement total. Et ici, on a l'engagement, donc le nombre de pages consommées par session. On se rend compte, en gros, que dans les 5 premières secondes, les gens sont vaguement patients. Entre 5 et 20 secondes, bah, ça s'effondre. Et après, il ne reste que ceux qui voulaient vraiment voir l'article. Et ça, c'est une courbe qu'on retrouve sur tous les sites et qui est encore plus forte sur les sites de presse. Parce que les gens, s'ils ne veulent pas voir l'article, c'est pas grave. Ils reviendront en arrière. De toute façon, la moitié du temps, ils sont sur Facebook, donc ils ont encore d'autres trucs à regarder. Tu vois. Donc, on a vraiment très très peu de temps on a vraiment très très peu de temps pour les convaincre. Or, que fait la pub? De temps en temps, alors là, évidemment, j'ai pris le cas le pire. Le pire des cas de ce qui peut t'arriver, c'est ton site est invisible, page blanche pendant 20 secondes, 60 sur Mac, euh, et tu n'y peux rien parce que ce n'est pas tes serveurs à toi. Donc, généralement, le premier à prendre, c'est l'administrateur système, sauf que c'est pas sa faute. Et généralement, c'est aussi le mieux outillé en termes de monitoring pour dire, bah non, c'est pas mes serveurs. Par contre, le petit bout de JS là qui prend du temps, c'est sûrement lui. Du coup, la faute, c'est peut-être on va reporter ça sur les devs, sauf que les devs n'ont jamais fait que implémenter ce qu'on demandait les marketing, le commerciaux. Et au final, la responsabilité revient sur le tiers. Moralité, l'enfer, c'est les autres. Sauf que le tiers, lui, il peut, avec toute la bonne volonté du monde, il peut pas tout prévoir. Ses serveurs ne peuvent pas tout le temps être là. Alors, j'avais fait cette presse en octobre-novembre, donc j'avais juste repris les dernières semaines. Et donc, par exemple, il y avait l'attaque DDoS sur Dyn DNS. Il y avait des erreurs bizarres de DNS aussi chez Orange, chez Google. Enfin, vous pouvez vous trouver derrière un firewall de banque ou un firewall chinois qui va vous interdire de voir certaines, certains domaines, genre facebook.com ou Twitter, qui fait que ton bouton du coup va faire ralentir ton site. Vous pouvez être sur du Wi-Fi pas cher, qui sont suffisamment vicelards pour vous réinjecter des régies publicitaires à l'intérieur de vos pubs, ou la boîte à couler, enfin il se passe des trucs, parce que c'est Internet, ou comme ce jour-là, où le site, enfin le serveur code.jquery.com, le sysadmin avait oublié de renouveler le certificat SSL. Du coup, quand tu incluais euh, jQuery depuis ce site-là, tu te retrouves avec une belle erreur, avec une belle alerte de sécurité. Donc la morale, c'est que ça va planter. Donc effectivement, c'est un peu la faute du tiers, mais c'est surtout la faute, nous, intégrateurs, c'est à nous de savoir les intégrer. Généralement, la spec, elle commence par, tu mets le script tout en haut de page, s'il te plaît, et après, tu as éventuellement tout un plan de taillage, mais ça va rarement plus loin que ça. Du coup, on va se retrouver dans cette situation où si ton script est en haut et qu'il n'est pas là, bah, ta page non plus. Donc on a des outils pour faire ça automatiquement. Alors,
le mieux, c'est encore en intégration continue, c'est-à-dire que tu ne pourras plus jamais pousser en production un script en haut d'une page. Il est compliqué à paramétrer, mais si tu paramètres correctement l'outil, il date un peu. Et en mode, donc ça c'est un plugin Chrome, voilà, qui va t'avertir que voilà, ce script tiers est quand même assez haut dans la page, tu vois, 64% en haut de la page, donc a priori il peut bloquer tout ce qu'il y a en dessous. Ok, donc ça c'est le premier effet. Évidemment, il faut essayer de se débarrasser de ces choses-là, ce qui n'est pas facile avec les régies pub. Deuxième résultat relativement classique aussi, c'est ta page s'affiche, parce que tu as déplacé ton script en bas de page, mais il n'y a aucune fonctionnalité qui est disponible. C'est-à-dire que oui, tous tes JS, ton CSS, ils sont là, mais ils attendent. En l'occurrence, ce jour-là, on attendait une régie, enfin la régie Google AdSense était tombée. Et donc tant que le navigateur passait pas en timeout sur cette requête-là, il n'y avait rien, enfin presque rien n'était cliquable. Oui, parce qu'en plus, c'est des liens obfusqués, vous savez, c'est pas des vrais liens, donc tant qu'il n'y a pas JavaScript, tu peux pas appuyer dessus. Donc ça, encore une fois, c'est encore une fois, désolé, mais la faute de l'intégrateur. Donc où est-ce qu'il faut exécuter son code? Et évidemment, pas, enfin son propre code, hein, je veux dire. Le code, par exemple, du formulaire, qui est un peu la fonctionnalité principale de ce truc-là. Évidemment pas dans le head, puisque le DOM n'est pas encore là. Ça va marcher une fois sur deux. Euh, Il y a beaucoup de gens qui attendent le DOM Content Loaded. En jQuery, c'est Document Ready, ou dollar tout court. C'est une mauvaise, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Il y a encore des gens qui attendent le window.load, c'est-à-dire le temps de chargement total de la page, ce qui est sûrement la pire idée que tu puisses avoir. Ou alors quand est-ce que le document est prêt, tu tapes ça dans Google, tu tombes sur un mec qui te dit document.readyState est égal à complete, ce qui veut dire window unload, donc tu attends tout. Donc le mieux, c'est encore d'exécuter son JS juste après que le DOM ait été inclus. Comme ça, tout ce qui est en dessous, ça ne peut pas perturber ce formulaire-là, surtout s'il est critique, par exemple. Parce que notamment, Document Ready attend les scripts standards, même en diffère, et aussi les documents.write. Je vous ai résumé tout ça ici. Donc, DOM Content Load attend standard, document.write, donc l'équivalent de Document Ready en jQuery. Et les window unload, c'est encore plus long, il y a les images, les iframes, donc les pubs. Et les scripts qui sont inclus en asynchrone, mais dont le chargement se déclenche vite, avant que ton unload ait été fini. Du coup, ils vont quand même retarder le unload. Ça, c'est Vislar. Si l'utilisateur a de bonnes conditions réseau, le chargement commence trop tôt, ça va le ralentir. C'est tordu. Donc en gros, pour inclure n'importe quel JS, globalement, tu vas bien t'en sortir avec l'attribut async qui marche très bien au-dessus d'IE9, qui est globalement ce que vous supportez aujourd'hui. Et j'ai dit hors pub, refuser document.write, ce qui est super compliqué dans le cas de la pub, puisque eux, ils dépendent encore de ça, et ils savent pas s'en sortir autrement. Autre chose qui vient avec la pub, c'est les prestataires des prestataires, de votre prestataire. Puisque, alors là c'est l'explication du schéma qui arrive juste derrière. Donc là par exemple c'est un appel à lemonde.fr. Là le gros cercle jaune c'est tout ce qui vient de www.lemonde.fr. Le petit cercle bleu c'est tout ce qui vient du sous-domaine s2.lemonde.fr. Et là, ce sont les requêtes qui sont faites. Donc le HTML appelle le CSS et les JS. Tout va bien. Donc là, c'est quand il y a AdBlock. Quand il n'y a pas AdBlock, donc le HTML, donc non, le JS et le HTML appellent tous les copains. Alors en l'occurrence, alors ça dit, il y a peu de sites qui n'ont pas au moins plus d'une dizaine. Donc là, en l'occurrence, il y en a 15. Là, on a 3 solutions d'analytics. On a une solution de test AB, j'en ai déjà vu 2 sur la même page. On a du tracking de réseau social, on a des moteurs de recommandation d'articles. Voilà, donc tout ça, ce sont des trucs qui aident le navigateur, qui aident le marketing et tout. Donc tu peux pas lutter. Et surtout, ceux-là, ce sont encore ceux que tu inclus volontairement. Souvent, tu as un contrat avec eux. C'est quand c'est pas des gratuits. Arrive le moment où tu appelles, en l'occurrence, SmartAd, la régie pub. Et là, il a fallu que je fasse une deuxième slide. Oh la belle rose.
Donc, tu contactes Smartad qui va se dire, ok, je vois quoi servir. Là, en l'occurrence, je démarrais en navigation privée. Donc, du coup, j'ai pas eu le. Je vous ai mis l'outil, oui, ouais, l'outil, là. Donc là, donc Smartad va aller chercher des trucs chez lui. Il va contacter ses propres prestataires pour pouvoir traquer la pub ou pour pouvoir faire d'autres choses. Non, c'est rien, tu sais pas ce qu'ils font tous. Donc j'ai dit quoi? Donc au second niveau, donc chez Smartad, lui contacte encore une dizaine de tiers. En l'occurrence, ma navigation est privée, et donc du coup il ne sait pas quoi faire de ma session, parce que je ne suis pas targeté. Donc les pizzas sont là. Donc il va revendre cette session à aujourd'hui Casal Media, qui est un système de RTB, donc de real-time bidding, c'est-à-dire que les gens vont essayer d'acheter ta session. Casal Media a ses propres fournisseurs. Donc là, il appelle une vingtaine de nouveaux domaines. Et là, c'est le domaine, c'est pas les requêtes JS, c'est juste les domaines, les noms de domaine. Parce qu'après, à partir du nom de domaine, tu peux essayer de retrouver les boîtes, les sociétés qui vont avec. Et donc Casal Media, visiblement, a trouvé, enfin, je suis racheté par Turn, dont le métier est de faire du targeting. Donc en fait, il essaye de qualifier ma session anonyme, qui lui-même appelle encore tous ses prestats à lui. Voilà. Donc on a 50, donc 20, 20, 1. Donc on a 50 tiers qu'on ne connaît pas. On a les 15 premiers, c'est fait exprès, et on en a 50 entreprises qui sont sur la page. Selon comment c'est inclus. Et si c'est un script standard en haut de page, il est techniquement possible en JavaScript du coup d'avoir accès à l'intégralité du DOM, de modifier complètement, d'y récupérer des informations, pourquoi pas sensibles. Tu peux très bien imaginer, si tu as envie de connaître, je sais pas, le panier moyen de rue du commerce, tu peux acheter un petit emplacement, tu vas te mettre chez rue du commerce et tu vas regarder dans le DOM le nombre de trucs dans le panier. Tu peux très bien imaginer ce genre de choses. Tu as aussi des régipubs t'as des régipubs malhonnêtes qui se battent entre elles, qui vont dégager les emplacements des autres. Ça arrive. Enfin, ils ont tous les droits en fait. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, donc il y a quelques outils qui permettent du coup de savoir qui vient chez vous. Alors là, il n'y a pas de solution technique à part des trucs extrêmes que je vais vous montrer après. Donc voilà, donc il y a quelques trucs qui vous permettent de savoir qui vient chez vous. Il y a Ghostery notamment, qui est commercial pour le coup, mais qui est connu, donc je le cite. Voilà, donc là, il n'y a pas de solution technique pure. Il va falloir vérifier les contrats, savoir est-ce que les partenaires de vos partenaires, ils vous vendent. Est-ce que sur ce site, le site X, qui est censé, donc vous êtes fait embêter à avoir les serveurs en France et les données partent sur des serveurs ailleurs, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Voilà. Éventuellement, rediscuter, est-ce qu'il ne faudrait pas s'engager sur des moyens au moins, et sur pourquoi pas d'éventuelles pénalités, qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal? Voilà. Et un truc que je suggère à chaque fois dans mes audits, c'est un point régulier tiers de premier niveau. C'est-à-dire au moins savoir, au moins faire la liste de ceux qui sont pas forcément utiles. Genre déjà, l'IT va lister qui est physiquement sur la page. Et dire, celui-là il a déconné, enfin si on a du monitoring, celui-là il a déconné, il n'était pas tout le temps là, il nous a ralenti les pages. Côté business, il faut dire, celui-là il est important, celui-là il n'est pas important, celui-là, bon on ne sait même plus qu'il était là, ça arrive souvent. Et celui-là, c'était un truc d'essai, effectivement, il est plus forcément important. Donc il faut qu'on sache ce qu'apporte chacun. Et à partir de là, le premier truc, c'est savoir qu'est-ce qu'on supprime. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de savoir dans quel ordre on les charge. Parce qu'aujourd'hui, c'est une décision qui n'est pas prise, c'est une décision qui est laissée à l'intégrateur qui fait ça. Je vais mettre Facebook d'abord parce que c'est le premier bouton de la page, et puis je vais mettre, la régie pub en dessous, mais peut-être que c'est le contraire, tu vois, qu'il faudrait faire. Mais ça c'est au business de dire ce qui est important. Parce que du coup, ça va derrière inciter le développeur à régler ses ordres de chargement. Donc on parlait d'éventuellement vol de données par des tiers. Le problème, c'est que les seules solutions techniques, elles vont pas pour tout. En gros, c'est enfermer la pub dans une iframe et éventuellement verrouiller l'iframe avec de la sandbox. Auquel cas, l'iframe n'a plus le droit de remonter sur le document parent. Et donc, il ne peut rien modifier, il ne peut rien piquer, à part les données de vos utilisateurs. Mais il peut rien piquer sur la page. Et il ne peut pas faire de grosse erreur JS qui va planter la page, par exemple.
Mais le problème de l'iframe, c'est que à partir du moment où vous décidez de mettre quelque chose en iframe, ça va pas être compatible avec tous les formats, notamment les expandables, donc les machins qui veulent s'écrire sur toute la page. Ça va pas être compatible avec ces formats-là. Donc là, il n'y a pas de solution à part éventuellement d'avoir les jours où vous voulez mettre un habillage super massif sur la page, alors vous allez enlever l'iframe, la remplacer par un script très classique. Et dès qu'elle est déprogrammée, vous revenez sur le truc en iframe, par exemple. Voilà, vous pouvez aller beaucoup plus loin avec CSP, donc Content Security Policy, qui permet de régler de manière beaucoup plus fine, en fait, qui a accès à quoi. Donc là, par exemple, script SRC, donc là on autorise effectivement à récupérer des scripts. Ils ne peuvent s'exécuter qu'à partir enfin, les scripts exécutables ne le sont que sur le domaine en cours. Et éventuellement, on peut rajouter sa régie pub, les tiers qu'on connaît, les tiers de premier niveau par exemple. Ça, je l'ai vu déployer chez personne, hein, c'est tellement violent que... Mais si pour reprendre du contrôle, à un moment donné, c'est peut-être ce qui est là-dessus qu'on va finir. Voilà, on peut éventuellement refuser l'accès aux cookies pour revendre soi-même ces données plutôt que de laisser un peu tout le monde y accéder et du coup ne pas faire d'argent dessus. Ok, ensuite, autre problème, donc là on retourne dans la paire, ça va être tout ce qui est performance de rendu. Alors quand vous affichez une page, surtout sur mobile, surtout sur Android, et a fortiori sur les devices à 150 € dont je vous parlais, ça rame, mais quelque chose de vrai. Évidemment, c'est l'iPhone 7 à 800 €, ça se passe bien. Donc quand on entend ce bruit d'avion de moteur au décollage, c'est que avant on disait ah, c'est Flash. Non, non, c'est les pubs. Donc là, le problème, c'est que les seuls outils qu'on a, c'est éventuellement faire du profiling. Donc au cas par cas, on va aller voir, ah oui, c'est le JS machin qui me prend, là vous voyez, ça me prenait 5, donc là j'ai 5 secondes de blocage qui sont consacrés à ce tir-là. Donc blocage, hein, c'est un freeze. On peut rien cliquer, on peut pas scroller, on peut rien faire. Parce que, alors en l'occurrence, parce que ça a été mal intégré. Mais de temps en temps sur les pubs, on tombe sur des problèmes. Le problème de cet outil-là, évidemment, c'est que si tu veux faire 2 fois le même test, potentiellement ta pub elle aura disparu. Donc tu as, intérêt à enregistrer ça, et ensuite c'est super compliqué pour retrouver qui est l'auteur de la pub. Il y a des trucs qui commencent à être un peu tout faits, donc notamment Yellow Lab Tools qui peut te conseiller un peu sur tout ce qui est abus ou pas du CPU. WebPageTest a évolué ces derniers temps et permet de voir la part de ce qui est consacré au script pur, à l'affichage côté CSS, donc ça c'est pas mal. Par contre, si on veut vraiment jauger les tiers, j'ai développé un petit script Node qui reprend en fait un export de la timeline de Chrome DevTools, qui l'analyse et qui te dit, bah écoute, là sur cette page-là, donc là en l'occurrence c'était sur une tablette Android à 200 €, il y a 22 secondes de CPU qui ont été consommées, dont 2 secondes, enfin presque 3 sur AppNexus, 2 secondes en propre, Facebook, après il y a tous les autres. Vous remarquez que le en propre, donc là le statique et le MySeat, en gros on est à 2 secondes 5, en gros il y a 90% du temps CPU qui est consacré à d'autres domaines. Donc quel mobile viser? Donc généralement vos utilisateurs chez vous sont plutôt bien équipés. Donc là la moyenne c'est 380, enfin de ce client-là en particulier c'est 380 €. Enfin, c'était chez 2 clients différents, ils avaient quasiment les mêmes. Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en France on achète plutôt des mobiles entre 100 et 150 €. Là la zone bleue, donc le top 15, le top 15%, il va acheter quelque chose autour de 380 €. Donc vos utilisateurs sont absolument pas représentatifs de ce que vous pourriez avoir. En gros, il y a un manque à gagner qui est évident. C'est-à-dire que vous adressez absolument pas le marché, quoi. Et au cas où vous posiez la question, oui, ces gens-là vont vraiment sur Internet, ils ont tous ils ont 80% des puces 3G qui, euh, qui, euh, qui fonctionnent.
voilà, donc c'est pour ça que je dis que la pub coûte quelque chose, elle vous rapporte de l'argent, mais elle coûte quelque chose parce qu'elle fait ramer vos sites et les gens se barrent à cause de ça. La majorité du parc mobile français peine à afficher les sites à publicité. Donc il y a des, notamment chez la presse, il y a des solutions qui sont essayées à gauche à droite. Alors malheureusement, j'ai pas les retours côté commerciaux, je ne sais pas à quel point ça a marché. Est-ce que la vidéo marche encore? Oui. Donc là par exemple, j'ai ralenti un peu le réseau chez Guardian. Donc Guardian, ils sont pas bêtes, ils affichent d'abord le contenu, ce qui est pas toujours, ce qui semble pas logique à tout le monde. Et ensuite, ils vont afficher, en l'occurrence, alors il y en a trois. Donc il y en a une qui est en haut. Il y a celle qui est à droite là, qui est en sticky, c'est-à-dire que tu es obligé de l'avoir. Et ensuite, plus tard en lazy loading, mais je crois que je suis pas allé jusqu'au bout de la page, plus tard en lazy loading, sous la pub, et de temps en temps à l'intérieur de l'article, il y a, il y a de la pub. Donc voilà, c'est plutôt que d'avoir 5 emplacements pub qui se chargent tous en même temps, on va d'abord charger le contenu, puis on va charger le premier emplacement, puis le deuxième emplacement, et on évite d'exécuter d'autres emplacements de manière inutile. C'est vraiment une gestion des priorités, quoi. Chez Yahoo, qui ont inventé la perf il y a une dizaine d'années, on est sur quelque chose d'un peu similaire. Donc on a une pub à droite, on a une note discrète ici, on a une inline, on vient de l'avoir passée, et on en a une sticky qui reste là. Et elles sont lazy loadées bien après le contenu. C'est vraiment une gestion de priorité de téléchargement, tout simplement. C'est pas simple à faire. Surtout sur une single page app de ce genre-là, mais c'est des choses vers lesquelles il va falloir tendre si on veut apporter du confort à l'utilisateur et afficher des pubs et gagner sa vie. En France, on a eu Libération, donc je ne sais pas si ça a été rentable, mais voilà, ils ont gardé aussi ce même principe d'avoir peu d'emplacements. Alors on retrouve quand même du Hotbrain, mais voilà. Il y a peu d'emplacements visibles. Alors normalement, il y en a un qui est là tout autour, qui se déclenche de temps en temps. Mais sinon, voilà, il n'y a pas deux pubs en colonne de droite et une au milieu. Ça reste léger. Ils ont dégagé des emplacements en fait. Hein? L'habillage, c'est le truc autour là. Il n'y a plus, t'es sûr? Parce que je l'avais revu récemment. Ok. Oui, sur la HP, il n'y a plus rien. Et donc voilà. Meilleure perf. Donc moins de pubs. Donc l'idée en fait, c'est de faire un pari, c'est de se dire, si j'améliore l'expérience utilisateur, c'est-à-dire en dégageant des pubs, a priori, enfin, pas a priori, les revenus vont augmenter. Si j'arrive à dégager des pubs, je vais faire venir plus d'utilisateurs chez moi, tout simplement parce que les mobiles vont commencer à supporter le site. Donc, on espère que les volumes vont faire augmenter les revenus. Et, et après, il y a toute une stratégie qui consisterait en gros à revaloriser l'inventaire, c'est-à-dire plutôt que de vendre de la pub à tout prix, essayer d'avoir un peu moins d'emplacement, par contre les vendre en visibilité garantie. C'est-à-dire, vous avez vu le sticky. Donc visibilité garantie, c'est un standard dans la pub qui dit au-dessus de 1 seconde, si les 2 tiers sont visibles, bon, au-dessus d'1 seconde, si les 2 tiers de la pub sont visibles dans le viewport. Voilà, et donc en gros, troquer moins d'emplacement contre plus de visibilité. Et donc du coup, vendre les pubs plus visibles plus cher. C'est l'idée. Donc là, c'est quelque chose auquel on avait réfléchi, qu'on a proposé, qui est en train d'être adopté, avec un consultant qui, lui, son taf, c'est la pub. Ça commence à se faire. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça existe depuis très longtemps, sauf que apparemment, ça n'intéresse pas grand monde. Mais effectivement, là, plein de pubs maintenant vont commencer à se vendre avec les habilités. C'est le nouveau truc. Ils auraient pu commencer avant, quand même. Avant que les gens installent les adblocks, tu vois. Enfin, les gens massivement. Voilà, donc ça, c'est histoire de biatcher sur la pub de manière générale. Est-ce que toutes les pubs sont bonnes à prendre? Je ne pense pas. Tu vois, j'avais adoré ce petit tweet.
Campagne contre le sexisme, et puis en dessous, tu as tout ce qui va pas en fait. La culotte à Belkacem, les stars qui prennent du poids, et puis des sportives mais qui se portent bien. Sur Le Monde, pareil, hein, tu peux trincer l'œil vite fait, il n'y a pas de souci. Et puis je suis en train de lire un truc sur le CETA. Bah, enfin, j'ai des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Enfin, il n'y a aucune valeur ajoutée. Euh, enfin, tu vois, c'est ultra racoleur. Je suis absolument persuadé qu'il y a des gens qui cliquent. Mais, euh, mais, mais quand tu as une image un peu comme ça fait mal, quoi. Enfin, je trouve ça dommage. Mais j'ai pas d'études pour le prouver. Mais j'ai repiqué les slides de Renaud Forestier qui avait fait une conf à Sudweb sur pourquoi vous avez l'impression de tout le temps voir le même site. Ben, parce que c'est la pub qui dit comment doit se comporter un site. Donc il y a en gros un site doit faire là ça doit faire 1000 pixels de large à 20 pixels près, centré avec un pavé de droite forcément, et le pavé de droite doit être visible dans les 800 premiers pixels de haut. Voilà. Donc c'est imposer une marque, imposer enfin, réussir à se différencier des autres, du coup c'est un peu compliqué. Heureusement qu'il y a les logos. Il y a des gens qui diffusent des virus grâce aux publicités, parce qu'on peut, donc pourquoi pas. Et parce que des fois les pubs sont tellement pas chères que bah, tu peux t'acheter tu peux t'acheter un petit emplacement et pousser un virus. Et donc tous les navigateurs non patchés vont exécuter le truc. Euh, et généralement, bah, c'est pas la régie pub qui prend, hein, c'est la marque qui a fini par diffuser la pub, alors que généralement, enfin, les marques ne surveillent même pas les pubs qui passent. Donc là, par exemple, c'est sur Yahoo, il y a de la pub, il y a du malvertising, il y a de la pub vérolée. Sur MSN, il y a de la pub vérolée. Ce sont les diffuseurs qui prennent en termes d'image de marque. C'est pas les régies. Et c'est pas le pirate. Euh, ça, j'ai bien aimé, c'est pour le LOL. J'étais en train de benchmarker un site et puis je vois Join us. Donc là, c'est une régie pub. Donc t'imagines, t'es développeur et puis t'as ton prestataire qui essaie de te recruter via la console. C'est c'est moche, quoi. Et moi, ce qui me chagrine, et puis il y a des pubs qui ne marchent juste pas. Cette pub-là, elle n'a jamais démarré. Celle-là, elle m'a pris du CPU à l'infini, en fait. Enfin, et donc ça flingue la page, quoi. Ça ralentit l'utilisateur. Et le problème, c'est que, alors j'ai mis un peu de temps à le comprendre, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on pouvait avoir ce genre de choses. C'est que globalement, c'est jamais la régie, enfin, c'est pas la régie qui paye tout ça. Quand tu as des problèmes de qualité, quand ça rame et quand ça s'affiche jamais, c'est pas la régie qui paye. En gros, tu as deux modes de vente, de ce que j'ai compris. Soit tu vends au nombre d'appels, donc au nombre de hits, auquel cas, ben, si jamais, voilà, donc au nombre de hits, au nombre de fois où ta pub est chargée. Sauf que plus de la moitié des pubs ne sont jamais vues. Elles sont chargées mais pas vues. Du coup, ben, l'annonceur est floué entre guillemets, c'est-à-dire que j'espère qu'ils connaissent ce chiffre et ils ne le savent pas tous. Mais l'annonceur, lui, ben, il paye pour des pubs qui ne sont pas vues. Soit c'est vendu à la visibilité, et du coup, si la pub ne s'affiche pas assez vite et que le truc n'est pas compatibilisé, ben, ça veut dire que toi, en tant qu'éditeur, tu as affiché ta page, mais la pub, si elle met en l'occurrence 17 secondes avant de voir la marque, ben, tu vas pas être payé pour cet affichage, quoi. Donc tu viens de perdre, tu viens de perdre tu viens de perdre de la thune. Et au milieu, évidemment, il y a la régie qui, elle, ben, prend de l'argent dans tous les cas. Donc voilà, on sent bien qu'il y a un petit déséquilibre. Et aujourd'hui, franchement, personne n'est outillé correctement. Enfin, j'ai pas l'impression que les gens soient outillés correctement pour détecter les pubs qui marchent mal déjà, ne serait-ce que techniquement. Aujourd'hui, c'est ah, dis donc, cette pub est rame. T'appelles ta régie. Alors généralement, elles sont quand même réactives. T'appelles ta régie et du coup, elle va faire le ménage et elle va dégager la pub en question. Mais il y a un humain qui a pris le temps de les appeler, tu vois. C'est pas normal. Elles sont réactives. J'ai pas l'impression qu'elles fassent beaucoup de prévention. Donc dans la philosophie de tu peux pas corriger ce que tu vois pas, ben, ce qu'il faut faire, c'est du monitoring. Donc on est en train de développer ça avec des clients. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des cahiers des charges officiels qui ont déjà été pondus pour dire, par exemple,
On n'a pas le droit de consommer plus de temps de CPU, même pour une vidéo. On n'a pas le droit, une vidéo c'est 1 mégaoctet pour les X premières secondes. Le poids de tel emplacement sur mobile c'est tant, enfin max c'est tant. Et après le download, tu as le droit d'en rajouter encore un peu. Voilà, le cahier des charges, il existe. Ça c'est IAB. IAB, donc c'est le groupement des gens qui tournent autour de la pub, des professionnels de la pub. Donc ça c'est IAB US. Quand j'en ai parlé aux gars en France, ils n'ont jamais entendu parler. Et de toute façon, aux US, je ne sais même pas si c'est appliqué, mais en tout cas, ça, enfin, je veux dire, ça existe. Il y a d'autres choses techniquement, on saurait vérifier que les pubs respectent le minimum vital, c'est-à-dire mettre du gzip, pas faire trop de requêtes, respecter le cache, ce genre de choses techniquement, on saurait le faire. Je ne connais pas de solution, même commerciale, qui le fasse pour l'instant. Donc il va falloir commencer à bricoler des solutions qui vont permettre de, par exemple, détecter les CPU, enfin, détecter les utilisations de CPU, de détecter quand est-ce que des domaines partent en sucette. Typiquement, la plupart des domaines, là, il y a un bon exemple, c'est a.com, je ne sais pas ce qu'ils font. Donc la plupart du temps, ils répondent en un quart de seconde, et puis de temps en temps, c'est 23 secondes. C'est des gros pics. Donc ça veut dire que si jamais ce truc-là est important, ça veut dire que soit la pub n'est pas vue, soit il bloque la page, enfin, ça dépend après de ton intégration. Voilà, ça c'est le poids, donc on passe de 2 mégas 5 à 12 mégas de temps en temps. Et évidemment, donc fabriquer un outil qui permettrait donc d'afficher par exemple tout le temps le même emplacement publicitaire, et donc de voir les variations. Une fois qu'on a les variations, on peut dire ah tiens celle-là elle est trop grosse, et donc ensuite de retrouver le fournisseur original. Voilà, ça c'est à mon avis c'est là-dessus qu'il faut commencer à partir pour commencer en fait à entamer une discussion avec sa régie. Donc monitoring technique, ressenti utilisateur. Donc en gros tout ce qu'on sait faire en termes de perf classique sur son propre site va aussi falloir l'intégrer sur les tiers. Conclusion. Avant la bouffe. Donc je répète, les coûts cachés des tiers, c'est perte sèche d'activité, si jamais vous intégrez mal. Ralentissement, 1 si vous intégrez mal, et 2 si votre prestataire assure pas. Et lui, il a très peu de... Il n'a pas énormément de raisons aujourd'hui par exemple les sites de presse et tout ça, en fait, pour les régies, pour les gens de la pub, ça n'est que 15 ou 20% du marché total. Donc finalement, vous n'avez pas énormément de poids face à ces gens-là. Il y a 40% du marché qui va chez Google, 30% qui va chez Facebook, et le reste, c'est pour les autres. Donc c'est toujours rigolo de voir tous les ans IAB qui dit bon ben voilà, le marché de la pub a grossi cette année encore de 15%, c'est génial. Et à côté, tu as les journaux qui disent mais nous on crève. Donc voilà, l'image de marque pour moi elle en prend un petit coup, mais ça évidemment c'est difficilement mesurable. Ouverture au piratage industriel, et évidemment en plus ces pubs vous distraient de l'objectif principal. Donc autant sur les sites de presse, bon c'est pas très très grave, mais par exemple quand on voit la pub sur des sites d'e-commerce, c'est peut-être pas le bon moment pour afficher de la pub en fait. Les sites d'e-commerce qui rajoutent de la pub, c'est vraiment pour gratter quelques pourcents de chiffre d'affaires. Mais je pense qu'ils ne mesurent pas tous à quel point ils peuvent perdre de l'argent parce que justement les gens pensent à autre chose, quoi. Voilà, les solutions, malheureusement, il n'y en a pas des masses. Il y a quelques actions techniques, mais ça va surtout être beaucoup de discussions. Donc moi je commence toujours par monitorer, donc savoir quel est le problème. Écrire des limites, des cahiers des charges, ça se fait peu, mais ça devrait se faire. Intégrer correctement, donc ça c'est la partie technique, quand les régies sont d'accord. Et dialoguer, ouvrir le dialogue avec les régies en disant nous on crève, donc il va bien falloir que vous fassiez quelque chose pour nous. Voilà, et côté tiers, s'il y en a qui m'écoutent, être capable de montrer patte blanche en disant moi tous les standards de qualité WebPerf classiques, je les respecte. Avoir un espèce de label ou en tout cas de cahier des charges en disant moi je sais suivre, je suis les classiques de la perf par exemple. Et un peu plus de transparence, donc partager ces métriques. Parce qu'elles ne font pas tout le temps. Voilà, ça ce sont les crédits. Et voilà.